Bonjour, bienvenue sur CNET, on est en direct. Salut Alex. Salut JPEP. Bienvenue à tous. Donc on va débriefer après à peu près une dizaine d'heures, c'est ça la sortie du Samsung Galaxy S4 qui était attendue, c'est rien de le dire, sur lequel il y avait eu des fuites, c'était même plus des fuites, c'était les fuites d'une Niagara. La grosse chute là. Bon, on va commencer déjà. Alors on rappelle, vous pouvez poser vos questions dans l'article en dessous via les modules de commentaires. On est en direct. On est en direct, on vous attend. Nous on va commencer déjà un peu débriefer, il y a déjà eu quelques questions, on y répondra au fur et à mesure. On va commencer par le commencement. Le S4, c'est une évolution, c'est une révolution? Non, c'est pas une révolution. Voilà. C'est une évolution, mais ça on le savait déjà puisque les fuites avaient été bien précises, notamment ces derniers jours. Donc effectivement, au niveau matériel, il y a pas vraiment eu de grosses surprise. C'est pas un saut quantique? Ah, pas du tout, non, pas du tout quantique. Par contre, ce qui est intéressant, bon, d'une part, il y a la logique très pérenne, très durable qu'on trouvait sur le Galaxy S3. On va y revenir, notamment au niveau du design et de la finition plastique. Mais il y a aussi une évolution quand même au niveau hardware, notamment avec ce processeur 8 cœurs, donc 4 plus 4 cœurs. Et puis vraiment la petite différence qui distingue ce S4 par rapport aux suspects que sont Xperia Z ici et HTC One là, c'est vraiment l'interface, parce qu'ils ont fait là où ils ont fait le gros coup. Ouais, ils ont fait un gros coup. Alors on va voir si c'est juste du goodies ou du gadget ou c'est vraiment utile. Il y a quand même des choses intéressantes. Bon, on va quand même émettre quelques réserves parce que nous on a travaillé avec ce que les confrères de CNET.com ont vu, donc on l'a pas eu dans les mains. Donc on verra quand on l'aura dans les mains comment ça fonctionne en vrai. Ceci dit, c'est des évolutions de ce qu'on trouvait déjà sur le S3 ou sur un Xperia Sola. Donc on connaît les technos. Les technos sont déjà là. On les connaît. En gros, c'est de l'amélioration. Oui. Et l'optimisation, ça a l'air intéressant. Voilà, l'optimisation software. On va déjà répondre à une question qui est les deux premières questions qui sont tombées quasiment directement. D'une, le prix. Ouais, alors le prix, ça va être... On va commencer comme ça. On va commencer par la question dont on n'a pas la réponse. Ils n'ont pas communiqué sur le prix, ils ont communiqué sur une disponibilité, donc ça sera fin avril en France. Le prix, écoute, le S3 avait été annoncé à 649 €, il s'est vite retrouvé à 599, sachant que les deux concurrents que j'ai évoqués, donc le HTC One ici et le Z Xperia, sont tous les deux à 630 €. On peut considérer qu'il sera dans cette fourchette-là, donc entre 599 et 649. Voilà, en gros, ça sera dans ces eaux-là. Alors je traduis le Alexandre Billot, ça fait 599 € et 649 €. Voilà. Bon, c'est en gros les prix des hauts de gamme. Voilà, ni au-dessus ni en dessous. Non, je pense pas que ça sera en dessous. Donc la différence se joue pas sur le prix. Deuxième question, donc il y a un pros avec un pros graphique costaud aussi. La question, moi, c'est la première question que je me suis posée. On a droit à combien d'autonomie avec ça? Alors, l'autonomie, pareil, n'a pas été annoncée. C'est-à-dire le temps d'appel et le temps, on va dire, d'utilisation. Temps d'utilisation, temps de veille. Pour autant, je pense qu'il y aura une bonne surprise sur l'autonomie. D'abord parce qu'il y a une très très belle batterie de 2600 mAh. Juste pour parler un peu des spécificités, 2600 mAh sur un S3, 2333 sur un Xperia Z qui a aussi un écran 5 pouces, 2300 pour un HTC One. Donc voilà, une batterie, il y a un gap assez important autour de 300 mAh, donc c'est quand même important sur ces petites machines. Et puis surtout, il y a ce que je te disais tout à l'heure, ce processeur 4 plus 4 cœurs, un processeur 4 cœurs ARM Cortex A15 qui est un bourrin, qui est ce qui se fait de mieux en termes de performance, c'est une nouvelle architecture, donc ARM Cortex A15, vraiment de la puissance brute, et puis un processeur économe, très très économe, ARM Cortex A7, qui lui en fait se chargera des tâches légères et du coup pour des tâches très basiques, passer un coup de fil, voire même navigation sur le web, ça sera ce processeur là qui fera le boulot. Donc on peut vraiment s'attendre à une très très bonne optimisation de l'autonomie. Donc normalement la gestion est intelligente sur le papier. Je pense. Faudra voir dans les faits. Après toujours pareil. Alors c'était la bonne blague qu'on faisait avec les gens qui sont dans la régie de Gamecult, qui eux ont dit super, donc c'est un truc fait pour le jeu vidéo avec un pros pareil. Alors le pros, bon, pour le jeu vidéo, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Pardon. Le GPU est hyper balèze. C'est un Imagination, donc c'est un Power VR en 3 cœurs. De toute façon, sur les smartphones, pour le moment, les GPU, ils sont très très balèzes. Mais il n'y a pas de jeu qui exploite la puissance brute de ces GPU. Donc, voilà quoi. Bon, après, la question qu'on peut se poser, c'est avec le catalogue de jeux sur Android. Est-ce que ça vaut le coup? Écoute, le catalogue, il s'étoffe. Ça, c'est vrai. Pour autant, il y a, pour le moment, en tout cas,
aucun jeu qui exploite la puissance brute des derniers terminaux là que j'ai sur la table, qui ont des GPU super costauds. Et dernier point, parce que ça m'a fait un peu tiquer quand on a fait. Alors, il y a des infographies sur CNET pour comparer tout le monde. Enfin, en gros, les quatre suspects qui sont là. Est-ce qu'il y a un réel gain sur l'écran aussi? On peut juste parler de l'écran vite fait. La taille, elle est pas par rapport au S3. Le saut est pas phénoménal. Tu passes de 4.8, donc sur le S3, 4.8 c'est ça, à 5 pouces. 5 pouces c'est ça. Voilà. Donc fondamentalement, tu gagnes pas grand-chose. La techno, elle est identique, c'est du Super AMOLED. Il y a une définition Full HD, par contre. Donc c'est la même tendance que tous les autres terminaux qui ont été annoncés cette année. C'était une définition 720 sur le Galaxy S3. Donc il y aura un gain en termes d'affichage, de qualité, de définition, de précision. Et puis il y a tout ce qu'il y a autour de cet écran, plutôt en façade. Donc le floating touch, cet écran sans contact, la caméra en façade, pour toute cette idée de contrôle gestuel et visuel, utiliser son smartphone sans toucher l'écran, en gros. Ok. Et en parlant alors de choses un peu plus futiles côté design, est-ce que ça peut, c'est un peu surprenant. Est-ce que ça te paraît surprenant? Non. C'est une question c'est pas surprenant. d'un utilisateur dans Twitch. Ouais. En gros, décevant. Passer du S3 au S4, on va pas voir la différence. En termes de design, c'est quasi la même chose. Alors là on a un S3, donc c'est la version 4G du S3. Ça va être la même chose en un petit peu plus long. Par contre, il est plus fin et plus léger. Voilà, ça c'est un petit plus. De combien? Alors 133 grammes pour celui-ci, pour le S3, et 130 grammes pour le S4, donc tu gagnes 3 grammes. Il est un peu plus fin. Ouais, mais tu gagnes 3 grammes, mais dans un même temps, tu as un écran qui est plus grand. Oui. Bon, et tu as une batterie surtout qui est beaucoup plus importante, puisqu'elle faisait 2100 sur le S3, elle en fait 2006 ici. Donc voilà, le design ça va être ça, donc le plastique c'est fantastique. Donc voilà, c'est ça, voilà. Bon, cela dit, moi je suis le premier à râler contre les trucs un peu plastiques. Cela dit, niveau solidité, on l'avait vu dans les Torture Test et compagnie, ça tient le coup. Ah, c'est le smartphone le plus solide, en tout cas le S3, c'était le plus solide. Là, il y a de fortes chances qu'il reste le plus solide. Voilà, ça a ce côté solide, pérenne, parce que justement, je viens de le montrer, tu as accès à la batterie. Voilà, si ta batterie elle rend l'âme, tu peux la changer facilement. Il y a Hubert qui travaille pour CNET TV qui me disait il s'était acheté un Note, sa batterie avait rendu l'âme, il a pu la changer. Donc pour l'obsolescence programmée, au moins ça sera pas sur la batterie. On peut la changer, ça c'est bien. Faut savoir que là-dessus ou sur un Lumia 920, big up à Xavier, voilà. Et là-dessus on peut pas changer la batterie facilement. Donc il y a quand même une logique, je te dis, pérenne, durable, qui est intéressante avec le plastique. Après en qualité perçue, alors franchement, c'est pas ça quoi. C'est différent d'un One. Voilà, c'est jour et la nuit. Franchement là-dessus, quand tu lâches 630 €, quand tu as ça ou ça entre les mains, disons que ça légitime plus ton achat quoi. Ça râle sur le HTC One dans Twitch. Bonjour Fidzik. Très bien le HTC One, c'est une très belle machine. On était assez impressionnés en tout cas, la prise en main est on n'est pas là pour parler de lui. Non, mais c'est une très belle machine. Alors si on fait un dernier point, alors moi j'ai juste une question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une batterie qu'on peut changer, à laquelle on a accès, sachant que généralement on change de smartphone tous les 2-3 ans. Ouais, alors ça c'est des statistiques. Ouais, alors ça c'est des statistiques. Pour autant, moi je me mets à la place d'un utilisateur qui va lâcher encore une fois 500 €, même si c'est en paiement étalé, s'il va chez Free ou Soch BNU ou en subventionné avec un opérateur physique. Tu les lâches quand même les 500 €. Faut le savoir ça. Oui. Donc je pense quand même que quand tu fais un investissement, vaut mieux qu'il dure le plus longtemps. Voilà, le plus longtemps possible. Donc changer la batterie, non, c'est pas gadget pour moi. Question bête, ça coûte combien une batterie? Ça coûte autour de 30 à 40 €, ça dépend de la capacité. Bon. Donc en gros, si on fait gaffe au téléphone, on peut le garder longtemps. Exactement. Normalement. On va faire un petit focus sur l'interface parce que c'est, en tout cas à notre sens, c'est la valeur ajoutée. Ce qui a fait vraiment le plus gros changement dans l'histoire. C'est vrai qu'on a vu pas mal de photos. Enfin, on a posté pas mal de photos sur CNET. On a fait une vidéo dédiée là-dessus. Clairement, pour le coup, là, ils ont quand même bien bossé. Alors, question préalable. Alors, vas-y. Je t'écoute. Je l'ai lancé, mais je me retiens. En gros, à quoi ça sert de mettre un Android qui est quand même à l'origine
au départ plutôt bien foutu, et passe-moi l'expression de le violer pour ajouter des surcouches dans tous les sens. C'est quoi l'intérêt? Alors d'abord, c'est quoi la volonté derrière? Alors le point Samsung, c'est pas le seul acteur, HTC le fait aussi, puis les autres également, c'est de se distinguer par l'interface, par l'utilisation, si tu veux, de ton smartphone. Donc c'est apporter des usages spécifiques, un côté très intuitif, des nouvelles applications dédiées. Donc ça, c'est pas nouveau. La surcouche, ça existe depuis le début d'Android. Après, bon, alors c'est vrai que le Samsung, comme d'autres marques, souhaitent réduire leur Android-dépendance. C'est-à-dire, voilà, ils sentent bien que Google est en train de prendre la main sur leurs terminaux et ça les ennuie un peu. Mais plus que ça, on sait bien que Samsung est en train d'investir massivement sur l'innovation. C'est le premier déposant de brevets en Europe. Ouais. Donc c'est quand même pas anodin. C'est le second aux États-Unis. Ils ont un budget marketing de malade. R&D, pareil. Donc voilà, eux ils se distinguent avec la surcouche, avec ces petits outils qu'on peut voir d'ailleurs à la caméra, donc qui permet de vraiment faire la différence. Quand tu prends un S4 et un HTC One, tu vois la différence tout de suite. C'est du Android derrière, mais tu as ce petit plus qui va orienter le choix de l'utilisateur. Alors, si on résume les petits plus, alors avant ça, je vais juste faire un mea culpa à Physique. On disait pas qu'il était de mauvaise foi, parce qu'apparemment, il a un Samsung, il est passé chez HTC, et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, il se dit un peu déçu par le S4, donc il risque de passer sur le One. Bon choix. Bah attends, voilà. C'est une belle machine sur le papier. On verra quand même. Alors, en gros, si on résume, les principales innovations, en tout cas amélioration, évolution. En termes d'interface, il y a quoi? Il y a le contrôle sans rien toucher. Ouais, ça c'est le floating touch, c'est l'écran sans contact qu'on avait découvert sur le Xperia Sola. L'idée en fait, c'est, je vais le prendre plutôt sur sur un Samsung. L'idée c'est de pouvoir naviguer, prendre la main sur ton smartphone en justement en balayant l'écran comme ça. Donc typiquement, voilà, pour passer d'une photo à une autre, tu fais comme ça. Pour scroller sur le navigateur web, tu vas de bas en haut ou en bas. J'ai une question super débile. Ça sert à quoi? Alors, non, parce que entre toucher et être à 2 cm de l'écran. Je suis d'accord avec toi. C'est gadget, et j'irais même plus loin, c'est peut-être gadget, et surtout que nous, quand on l'avait testé sur l'Xperia Sola, il y a une faible distance entre le doigt et l'écran pour que ça réagisse. Donc si tu es vraiment obligé d'être tout près de l'écran, l'intérêt est déjà moindre. Pour autant, c'est peut-être de l'argumentaire marketing, mais c'est ce qui va faire la différence, encore une fois. Les autres terminaux ne le proposent pas. Et puis, il faut voir en pratique ce que ça donne, parce que scroller une page web en faisant comme ça, moi je dis pourquoi pas. Non mais Physique a la réponse, il dit en fait ça sert pour les doigts gras après le KFC. Pas bête. Eh ben non, KFC c'est pas très bon, mais McDo ou Quick, ou Burger King. On te laisse ton appréciation. Faut citer les tous. Sinon, il y a le contrôle avec les yeux. Ouais, alors ça existait déjà. Par contre, c'est plus intéressant. Alors faut le voir à l'utilisation. Je sais pas, toi c'est ça qui t'intéresse le plus. Moi plutôt c'était l'écran comme ça, je trouve que pour sur une photo, faire comme ça, je trouve ça génial. Mais KFC, je mange bio donc bon, pardon. Forcément. Voilà, ça c'est dit. Donc la reconnaissance visuelle, l'idée c'est quoi? C'est une caméra qui est ici en façade et qui suit le mouvement des yeux. Donc ça existait déjà sur le S3. L'idée sur le S3, c'est que quand tu détournais le regard de ton écran, il s'arrêtait. Typiquement, là, l'exemple que Signal.com a pris, c'est que tu es en train de regarder une vidéo, les yeux bougent, tu regardes plus l'écran, la vidéo s'arrête. Alors ça s'appelle Smart Pause, ça. Donc effectivement, tu viens de l'expliquer. Il y a Smart Pause et il y a Smart Scroll. Donc Smart Scroll, c'est un peu la même logique. Tu suis le mouvement des yeux pour scroller sur une page web. Donc en regardant le bas de la page, automatiquement elle descend. Ça franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne, parce que ça me semble assez compliqué. Donc ça fonctionne sur une page web, ça fonctionne sur un mail. Maintenant, encore une fois, ça peut évoluer et on peut avoir d'autres utilisations, c'est pas un souci. Moi, c'est pas le truc qui m'emballe le plus, mais on verra bien. Bon, et puis on a un commentaire de Oro qui dit pensez aux gens sans doigts, forcément. Bon. Non, mais c'est vrai. Donc avec le moignon, en fait, tu parles faire ça avec le moignon. Samsung est sponsorisé par Handicap International. Et sinon, dernières innovations en termes d'interface. Attends, peut-être Siri. Enfin, le S-Voice 6. S-Voice 6. Est-ce que ça s'est réellement amélioré? En gros, il y a le S-Translator. Alors S-Voice, il existait déjà. En fait, c'est un Siri Madame Samsung, donc à peu près les mêmes fonctionnalités. Et là, il est enrichi par un outil que je trouve
pas idiot. C'est S-Translator qui gère 9 langues et qui te permet de traduire automatiquement à la volée. Voilà, je sais pas, tu parles français, et te le traduis en chinois par exemple. Ce qui peut être pratique par les temps qui courent. Pourquoi pas? Non, mais pour le coup, voilà, c'est des petites choses qui peuvent sembler gadgets. Maintenant, ça fait tout de même une différence, quoi. Ok. Bon, il y en a quand même pas mal qui disent que ça ressort du gadget. Je pense à Gary, normalement. Enfin, cela dit, faut voir, pour être cohérent, c'est aussi ce qui teste sur les télés. Enfin, on sent voilà, en gros, on sent bien que les façons de contrôler les machines vont bouger. Bien sûr. Là, c'est les prémices. Pour conclure, oui, il y a Fitzy qui parle du AirView, qui est quand même, alors là, pour le coup, si ça fonctionne, très intéressant. Ils ont aussi, ce qu'on a vu, bosser les fonctions de partage et de contrôle des contenus sur ton téléphone ou d'autres machines sur ta télé. Convergence, encore une fois, mais ça participe à la logique qu'on avait avant avec du DLNA, avec avec du NFC, fait de l'appareillage très très simple. Oui, il y a AirView, il y a aussi ce côté d'utilisation d'un port infrarouge, comme il y a aussi sur le HTC One, l'infrarouge de retour sur nos smartphones. Enfin, tu vois, voilà, l'idée c'est de mixer un petit peu tout ce qui existe ou tout ce qui a existé et de proposer de la convergence, un produit qui est au centre de la maison, mais ça encore, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est pas révolutionnaire. Bon, pour terminer, on va forcément parler un peu des concurrents. Je vais mettre plein de poils. Je vais faire mon troll. On a Apple qui va débouler dans quelques temps. Alors, on l'a vu dans l'infographie qu'on a fait ce matin. Moi, c'est la première réaction que je me suis faite. Je me dis, waouh, l'iPhone 5, il a pris un petit coup de vieux dans les dents quand même. Que ça soit en termes d'architecture, de puissance brute, taille. Surtout au niveau d'interface, je trouve iOS a pris un vrai coup de vieux. Enfin, il devient un peu poussiéreux. Ouais. Apple, on peut s'attendre à quoi quand? Alors Apple, on s'attend fidèle à sa stratégie de 4, 4S, 3G, 3GS, il y aura un 5S. Ça se vend, ça marche, ils vont pas s'arrêter. En plus, tu sais bien le business model d'Apple, contrairement à tous ceux qui sont sur la table, il est complètement différent. Je marge sur un produit que je vends assez cher, je fais du volume avec, donc je fais de la valeur, du volume, et en plus je me marge sur les contenus que je vends. Je crache sur App Store et iTunes. Donc ils bouffent sur tous les râteliers. Donc là-dessus, eux, je pense pas qu'ils vont changer leur stratégie. Donc effectivement, un iPhone 5S. J'ai pas de boule de cristal particulière, mais on peut tabler sur une amélioration du capteur photo, puisque c'est la grosse tendance depuis quelques années. On peut tabler sur une compatibilité pleine et entière de la 4G, donc un Word Phone, donc vraiment sur toutes les fréquences. On peut tabler aussi sur un chargement à induction. Ça peut arriver. Que le S4. Oui, le S4. Très bien, si tu veux. On parle du chargement à induction, c'est ça. Le S4 comme le S3. De mentionner, donc en natif ne disposera pas d'un chargeur à induction. Il y aura peut-être un bundle avec, mais en natif il n'y aura pas, à la différence d'un Lumia 920 qui lui est nativement à induction. Et par contre, tu auras, comme le S3, une coque et un chargeur spécifique pour le charger en induction. Et la question à 10 millions d'euros, l'iPhone 5S, on peut espérer écran plus grand ou pas? C'est peu probable. Ah non, alors iPhone 5S, voilà, comme un 4, 4S ou un 3G, 3GS, il y aura à mon avis le même type d'écran. Alors même type d'écran, peut-être qu'ils vont l'améliorer au niveau de la techno, mais en termes de diagonale, de taille, non. Il y a des indiscrétions qui me semblent assez crédibles qui te disent que Apple a déjà commencé la production de ce 5S, puisqu'en fait c'est sur les mêmes chaînes que le 5. Donc ça peut, voilà. Ça peut pas, voilà. Bonne pioche de Kishikuro qui dit l'iPhone 5 a pris un coup de vieux, mais iOS reste très bien optimisé. C'est vrai que côté logiciel. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup iOS, mais je vais mettre quand même un petit bémol. Avec les différentes mises à jour, on a de plus en plus l'impression d'une usine à gaz. Le truc n'a pas bougé en termes d'interface. Quand tu regardes le multitâche proposé sur iOS, le côté j'appuie deux fois pour l'afficher. Enfin, moi je trouve que ça. Deux fois, c'est une horreur. Non, mais ça a pris un coup de vieux. Enfin, je veux dire, oui, c'est très souple, c'est très rapide, mais encore une fois, ils vont devoir se renouveler parce que ça commence un petit peu à être poussiéreux. Je suis désolé. Alors justement, je vais faire le pont. Merci à Gary, qui est un des gars du forum de CNET, je pense. Coucou à lui, qui nous parle du côté photo. Alors on l'a vu sur le One où il y a des fonctions avec la photo qui sont pas mal. Là sur le S4, on a 13 mégapixels, c'est ça. Des fonctions photo aussi pas mal. Alors en face en gros, une des références sur le marché, Lumia 920. Le 920 qui déboîte en termes de photo. Bonjour Xavier Déor. 920 est très bon, surtout avec la dernière mise à jour.
Qu'est-ce que tu enfin, en gros, ça peut casser le mur sur la photo ou ça se met juste à niveau et voilà. Écoute, on l'a pas testé, donc ça va être difficile de le dire. Mais sur le papier déjà. HTC, eux, ils partent sur une autre logique. C'est pas la course aux pixels, c'est une nouvelle techno, donc ultra pixel avec en gros des pixels plus grands. Sony, eux, ils partent avec leur Exmor RS, qui est un capteur de 13 mégas. On ne sait pas quel est ce capteur sur le Galaxy S4. Sur le S3, c'était déjà un Exmor R, pas RS, mais R. Est-ce qu'on va retrouver un capteur Sony sur le Samsung? J'en sais rien. Donc on connaît pas la techno. C'est 13 mégapixels, ça veut rien dire 13 mégapixels. Faut voir la taille du capteur, faut voir la lentille. Enfin voilà, pour le moment ils ont pas communiqué là-dessus. Par contre, ils ont montré effectivement encore une fois du logiciel quoi. Ouais. Donc un outil qui te permet, je me souviens plus comment il s'appelle, mais qui te permet de prendre simultanément une photo ou une vidéo en utilisant le capteur à l'avant et le capteur à l'arrière. Ouais. Franchement, je trouve ça ça casse pas des briques. Un outil qui te permet à ça. Par contre, faut voir en pratique, ça peut être rigolo. C'est Eraser. Et en gros, l'idée, c'est que tu peux modifier à la volée. En fait, tu peux retoucher à la volée. Retirer, je sais pas, un personnage derrière, ou tu prends une photo et tu peux virer, je sais pas, virer la belle-mère, la belle-mère qui, bon, voilà, hop, tu dégages, et ben, tu peux la virer à la volée. Bon, ça, pourquoi pas? À la limite, ça peut être, peut être amusant. Avant de conclure sur en gros la concurrence, il y a Fitzy qui nous dit sinon niveau autonomie, la techno Big Little employée par le 2-4 cœurs d'Exynos 5 octa, ça va jouer beaucoup selon vous. Ouais, alors la question est intéressante parce que mine de rien la bagarre, c'est ce qu'on a vu au MWC, enfin à Barcelone, la bagarre sur les pros mobiles, c'est quand même Ah bah là ça y va, ces fondeurs. Voilà. Ouais. Bon, l'architecture, donc bon, je le rappelle puisqu'on a une question très technique avec Big Little. Big Little, c'est effectivement si tu veux, un concept, une architecture qui se rapproche de Tegra 3 finalement, où tu avais 4 processeurs qui étaient hyper balèzes et un processeur compagnon qui était là pour des tâches légères. Donc du coup, il y avait un gain en termes d'autonomie. Là, c'est un peu la même chose. Big Little, tu as le ARM Cortex A15, donc next-gen, du lourd, pour faire le gros taf, et un A7 très vieille architecture, mais c'est un dromadaire quoi. Consomme que dalle. Qui fait le basique, mais qui fait quand même il est performant. Ça a quand même un 4 cœurs à 1,2 GHz. Donc oui, sur le papier, batterie de 2600 mAh plus Big Little, ça devrait le faire. Maintenant, encore une fois, on l'a pas testé, on sait pas. C'est sous réserve. C'est sous réserve. C'est sous réserve aussi d'optimisation software. Faut pas oublier les premiers smartphones Tegra 3 étaient hyper mal optimisés. Du coup, il y avait une consommation énergétique, ça chauffait, mais alors comme pas possible. Donc, il faut l'avoir entre les mains. Entre le hardware et le software. Voilà. S'il y a une bonne interface, un bon soft, sur le papier, franchement, je pense qu'on pourrait avoir une très très belle autonomie. Enfin, très belle autonomie. On aura 2 jours, quoi. Je veux dire, 2 jours, c'est Royal Cone. La dernière question, parce qu'il faut que je te la pose et moi ça m'amuse toujours de te la poser. D'accord, vas-y. Réponse courte. En gros, j'ai 600 à 650 € aujourd'hui. Je veux un smartphone haut de gamme, premium. Est-ce que le S4 est au-dessus du lot? Sur le papier, parce qu'on l'a pas eu dans les mains. Ouais, non, mais là, non, enfin, c'est difficile de répondre parce que. Il y a pas le truc ils ont pas cassé le code. Ils ont pas révolutionné le truc. Voilà. C'est clair qu'ils ont pas révolutionné le truc. Maintenant, moi, je trouve. Si tu veux, la concurrence cette année, c'était le cas l'année dernière, mais là, véritablement, cette année, on a une concurrence super mature, quoi. Que ça soit, donc, je l'ai cité chez Sony, chez HTC, mais aussi chez les Chinois. Les Chinois, faut pas oublier, ZTE et Huawei, qui sont 5e et 3e fabricant mondial. Sur la Chine, qui est en plus le premier marché mondial. Les Chinois, ils sont là et ils sont bien là. Ils arrivent avec du haut de gamme. Et ils arrivent avec du haut de gamme qu'on a vu à Barcelone. Donc franchement, quoi. Donc moins cher en plus. Voilà. Donc moins cher que ce qu'il y a sur la table. Donc est-ce que je vais te dire achète un One, un Xperia ou un iPhone 5S ou un Lumia. Je vais pas le dire parce que ça dépend de ce que tu cherches finalement. Il y en a certains qui ont accueilli très froidement le côté plastique, le design identique au S3 et qui ont flashé sur le One, d'autres qui adorent le côté étanche du Xperia. C'est des machines qui sont globalement en termes de perf, ça se tient globalement. En tout cas, je l'ai pas eu entre les mains, donc je vais pas te dire prends celui-là. J'aime beaucoup tes réponses courtes. Bah non, mais tu me demandes un truc, c'est impossible de répondre. Franchement, dernière question, est-ce que le bon plan, à l'instar de quand l'iPad était sorti, est-ce que le bon plan, ça va pas être le S3? Alors attendons le prix du S3. Est-ce que le prix va Oui, le prix va baisser, ça c'est sûr. On l'avait vu avec le 4, le 4S quand le 4S est sorti et le 4S quand le 5 est sorti. Pareil pour les iPads. Le S3 qui est une machine loin, mais
d'ailleurs très loin d'être obsolète, d'autant qu'il profitera également de certaines nouveautés logicielles du S4. Ça peut valoir le coup. Après, faut voir le prix. Moi, le prix, je l'ai pas encore. Faut voir de combien ça tombe. Mais il est déjà pas très cher, donc il pourrait vraiment être un terminal pour le coup qui cartonne. Ok. Encore bon, plus. si on, en tout cas, pour conclure, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci de nous avoir suivis. Juste pour conclure, on avait fait un petit sondage sur le Cover It. Donc, vous êtes quand même 38% à vouloir payer le S4 au prix fort. 13% qui pensaient que le S3 peut être un bon plan. 13% sur le Lumia 920. Oh, ça explose. Plus que les parts de marché non, du Lumia en sûr, France. Et 19% d'Apple fanboy, finalement, vous n'êtes pas tant que ça. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Alex. Merci. On va pouvoir aller souffler un petit coup. On va continuer forcément à suivre. Dernier point qu'on a oublié, date de sortie. J'ai dit fin avril. Fin avril Voilà. En France. Bon, en gros, à partir de fin avril, on commence à jouer avec. Mi-avril, fin avril. Oh, j'espère que je l'aurai un peu avant, ouais. Et on verra dans les faits si c'est si bien que ça. Merci à tous. On se retrouve vendredi prochain sur CNET pour une autre vidéo. Merci Alex. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.